Un Californien de 22 ans rejugé, accusé d'avoir tué 4 jeunes filles avec une BMW lancée à grande vitesse sur la Pacific Coast Highway. C'était tragique, c'était émouvant, c'était dévastateur. Mais ce n'était pas un meurtre. L'homme qu'il défend maintenant est un visage familier, le même avocat qui a défendu Karen Read, Alan Jackson. Et cette semaine, il a essayé de faire abandonner les 4 chefs d'accusation de meurtre auxquels son client fait face. Et il a même fait référence à un meurtrier tristement célèbre qui a tué 4 personnes. Ce sont les mêmes chefs d'accusation auxquels Bryan Kohberger fait face. Ce que Alan Jackson dit, c'est que son client fuyait en réalité quelque chose lorsque sa voiture a percuté 4 jeunes filles qui allaient obtenir leur diplôme universitaire. Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime, je suis Chris Stewart. Maintenant, lorsqu'il y a un accident de voiture, quelle est la différence entre un accident et un meurtre? C'est la question au cœur de cette affaire que nous suivons. En Californie, où 4 jeunes filles auraient été tuées par un homme qui conduisait une BMW offerte par ses parents. Cet homme s'appelle Frazier Bohm. Il comparaît cette semaine au tribunal dans le sud de la Californie. Il fait face à 4 chefs d'accusation de meurtre pour ce qui s'est passé le long de la Pacific Coast Highway le 17 octobre 2023. Cela s'est produit précisément dans une zone appelée le virage de l'homme mort. Maintenant, le nouvel avocat de Bohm, très influent et probablement très coûteux pour sa famille, a plaidé devant le tribunal pour que les accusations de meurtre auxquelles son client fait face soient abandonnées. Et que ce dont nous parlons n'était en réalité rien de plus qu'un accident et une tragédie. Voici pourquoi. La police affirme que Bohm, alors âgé de 20 ans, était au volant de sa BMW. Elle lui avait été offerte par ses parents pour son 16e anniversaire. Tout cela s'est passé à Malibu, un quartier très chic et riche du sud de la Californie. Et Bohm roulait soi-disant à 104 miles à l'heure. La limite ici est autour de 45, mais Bohm roulait à toute vitesse sur la Pacific Coast Highway. C'est une route très pittoresque, mais qui peut être très dangereuse. La majorité des photos de la Pacific Coast Highway ont été prises après les incendies de forêt à Malibu. Mais vous voyez le genre de route dont nous parlons ici. Cette nuit-là, en 2023, Frazier Bohm roulait apparemment à plus du double de la limite de vitesse. Et ces 4 filles sortirent d'une voiture sur la bande d'arrêt d'urgence de la Pacific Coast Highway. Elles s'appelaient Neham Rolston, 20 ans, Peyton Stewart, Asia Weir et Deslin Williams, toutes 21 ans. Les 4 filles ont été sœurs de sororité à l'université Pepperdine. Elles étaient en dernière année et au printemps, elles allaient obtenir leur diplôme et poursuivre leur vie. La police affirme que Bohm a percuté les 4 filles avec sa voiture, causant leur mort. Désormais, l'endroit où Bohm a percuté ses filles s'appelle le virage de la mort. Et droitissé, et selon KABC, ce tronçon a le plus grand nombre d'accidents de voitures de toute l'autoroute de 34 km. Bohm a été arrêté une semaine après. Les procureurs disant que la mort des 4 filles n'était pas un accident. En fait, ils qualifient ces décès de meurtre. Les procureurs affirment que Bohm est passé de 93 miles à l'heure à 104 miles à l'heure, seulement 25 secondes avant de percuter les 3 premières filles, selon les données récupérées de la BMW et de la soi-disant boîte noire de la voiture. Maintenant, ils soutiennent que cette accélération prouve que Bohm conduisait d'une manière telle que cet accident n'était pas un accident. C'était un meurtre. L'avocat de Bohm, Alan Jackson, a demandé cette semaine au tribunal d'abandonner ses accusations, affirmant que la vitesse n'est pas de la malveillance. Quel acte Frazier Bohm a-t-il commis? Cela impliquait objectivement une forte probabilité que cela entraîne la mort. C'est la question posée devant le tribunal. C'était la question posée devant le magistrat. Que s'est-il passé sur la Pacific Coast Highway? Je ne pouvais pas être plus clair à ce sujet. C'était une collision tragique, mais une tragédie n'est pas un meurtre. Et la loi n'autorise pas le procureur à transformer un accident mortel en meurtre au second degré, simplement en qualifiant la vitesse de malveillance, parce que nous revenons à ce premier postulat, la vitesse ne peut pas être une malveillance. En Californie, il n'y avait ni alcool, ni drogue, ni test, ni course, ni distraction, ni antécédent de conduite en état d'ivresse de la part de mon client. Aucun avertissement, rappel déclaration d'indifférence, casier judiciaire, antécédent de conduite ou de mauvaise conduite. Aucune conséquence grave imposée par le gouvernement dans le cadre d'une procédure judiciaire. Rien de ce qui a jamais été cité dans les affaires où la malveillance implicite a été retenue en Californie. Alors, qu'est-ce qu'il reste au ministère public? Qu'est-ce qu'il leur reste?
Tous ces noms, les uns après les autres, encore et encore, monsieur le juge, tous ces noms. Faites-les se reposer sur une seule chose et une seule chose uniquement. Et c'est la base de tout leur postulat théorique. La vitesse, c'est tout. Une vitesse supposée en plus. Une vitesse contestée. L'interrogatoire de Jackson pour savoir si Bohm savait vraiment qu'il allait aussi vite que ce que prétend l'accusation. Mais le juge a contesté cela au tribunal, se demandant comment Bohm pouvait ignorer qu'il roulait bien au-dessus de la limite de vitesse. Le problème avec le dossier de l'accusation et l'ordonnance de détention du magistrat est l'absence totale de preuves. Le dossier est totalement dépourvu de preuves que Frazier savait à quelle vitesse il roulait. C'est pour cela que j'ai soulevé ce point. Comment quelqu'un qui conduit à 100 miles à l'heure, ou 90, ou quelle que soit la vitesse réelle dans cette fourchette, pourrait-il ne pas le savoir? Vous roulez super vite, comment pourriez-vous ne pas le savoir, honnêtement? Aller très vite n'est pas la norme. Non. Mais réponds à ma question. Si tu conduis une voiture à 95 miles à l'heure, tu sais que tu ne roules pas à 40. Est-ce que je me trompe à ce sujet? Tu ne te trompes pas à ce sujet. Mais la vitesse seule ne suffit pas. Je comprends ça. La vitesse seule n'est pas suffisante, ce n'est pas assez. Mais pour évaluer la connaissance qu'une personne a de ce qu'elle fait, sa conscience de cela, il faut aussi utiliser le bon sens. Et je suis désolé, quand vous conduisez à 150 km à l'heure, 160 km à l'heure, vous savez que vous roulez extrêmement vite. Je le savais. Si les autres voitures roulent à 110, 120, 130 sur la Pacific Coast Highway, ce qu'elles font tout le temps, là on parle juste de perception, non? On aborde la perception du trajet. Il faut donner l'impression de vitesse. J'étais sur cette route il y a 2 semaines, il y avait des voitures de sport qui me dépassaient. J'allais à 110. Au fait, c'était au-dessus de la limite de vitesse. Je ne l'ai pas remarqué car les voitures autour allaient aussi vite ou plus vite. C'est une question de perception. Ils ne roulaient pas à 110, 130 ou 150 km par heure ni à une autre vitesse, ce que l'accusation ne peut pas prouver dans une zone limitée à 40 km à l'heure, juste à côté d'une école. Il est sur la Pacific Coast Highway. Et les autres voitures roulent à des vitesses similaires. Oui, il allait peut-être plus vite que les voitures à côté de lui, mais pas au point que cela rende la mort presque certaine. Et c'est à ce moment-là que cela devrait l'être. Je vais parler du témoignage à la préliminaire et des faits sous-jacents de l'affaire. Mais juste pour donner un aperçu, tous les témoignages des témoins civils dans cette affaire indiquaient que le prévenu est parti à toute vitesse, bien plus rapidement. Il ne pouvait même pas insinuer qu'il conduisait aussi vite. Vous savez qu'il était à des centaines de mètres devant à ce moment-là, de là. Parmi les témoins, pas un seul témoin à l'audience préliminaire. Personne ne l'a vu rouler à 100 miles à l'heure, pas un seul. Les témoins interrogés ont estimé sa vitesse à environ 70. Maintenant, pourquoi Bohm roulait soi-disant aussi vite est aussi au centre de cette affaire, disent les procureurs. Il y a un homme nommé Victor Calandra qui a remarqué que Bohm conduisait vite avant l'accident et il aurait dit à Bohm de ralentir à un feu rouge, avant que le jeune homme de 22 ans ne démarre en trombe et ne s'écrase peu après, selon le Pepperdine graphique. Calandra a déclaré. Lorsqu'il s'est retrouvé à côté de Bohm à un feu rouge, il a vu que Bohm avait son téléphone portable entre les jambes, sous le volant, et qu'il était peut-être en train d'envoyer des messages. Il aurait alors dit à Bohm, je cite, « Et tu dois faire attention, tu vas te blesser », dit-il. Le feu étant passé au vert, Bohm a accéléré et aurait percuté les 4 filles quelques secondes plus tard, causant leur mort. Maintenant, la défense de Bohm affirme que toute communication avec Calandra était en réalité une confrontation et que Bohm avait peur. Donc il fuyait une situation de rage au volant avant l'accident. C'est pour cela qu'il roulait vite. Ici, il n'y a même pas de preuve que Frazier avait l'intention de rouler vite pour le plaisir. Toutes les preuves disponibles indiquent le contraire, qu'il réagissait aux événements qui se déroulaient à ce moment-là, y compris le fait d'être poursuivi, d'avoir été percuté par un jeune véhicule quelques secondes avant l'impact. Ce n'est pas de la malveillance. À l'audience, la défense de Bohm a réclamé l'accès aux données du téléphone de Calandra, du témoin, y compris les données système de positionnement global concernant la localisation et la vitesse. Et ils veulent également voir quelle communication Calandra a eue avec les autres témoins sur les lieux. Bohm aurait aussi dit aux enquêteurs, après l'accident avec les 4 filles,
que c'était involontaire. Il a dit qu'il avait dû faire une embardée parce qu'il essayait d'éviter une voiture à côté de lui qui avait heurté son rétroviseur côté conducteur. Les procureurs ont affirmé avoir retrouvé la voiture sans dommage. Le ministère public a exposé ses arguments pour soutenir ces accusations de meurtre. La question à laquelle nous sommes confrontés maintenant est de savoir s'il y avait suffisamment de preuves présentées devant le tribunal d'instruction pour qu'il y ait une ordonnance de renvoi. Et la défense a répété à plusieurs reprises que la vitesse seule n'est pas suffisante et que la vitesse prise isolément n'est pas déterminante. Watson et toute sa jurisprudence. Encore et encore, ils ne donnent aucune définition de ce qu'est la malveillance implicite. Ils expliquent que chaque affaire doit être évaluée selon ses circonstances. Il n'y a jamais de chiffres fournis par le tribunal. Ce n'est pas un cas de vitesse isolée où le prévenu roulait sur une route déserte, sans autre véhicule, sans d'eau de voiture, sans piétons, juste en roulant à grande vitesse. C'est une affaire où le crime a eu lieu sur un tronçon de route bordé de maisons des deux côtés, avec des allées et des garages donnant directement sur la rue, avec d'autres véhicules qui respectaient la limitation de vitesse au moment où ils conduisaient. Des voitures se garaient en parallèle sur le côté des rues et des piétons marchaient sur ces trottoirs. Étant donné ce tronçon de la Pacific Coast Highway, ce dont l'accusé a dit qu'il était familier, n'a pas de trottoir. Toutes ces informations étaient connues de l'accusé au moment où il a décidé d'adopter le comportement qu'il a eu. Ensuite, alors que Jackson faisait son dernier point, il a fait une référence très remarquable à un quadruple meurtrier. Ce sont les mêmes accusations auxquelles Bryan Kohberger est confronté, c'est ça le point. Bryan Kohberger a pénétré dans un dortoir et a massacré 4 personnes. Il fait face à 4 chefs d'accusation de meurtre, mais il plaide 4 chefs d'accusation de meurtre. C'est un meurtre, monsieur le juge, c'est ça le problème. C'est ce que le magistrat n'a pas compris. Est-ce dangereux? Bien sûr. Y avait-il un risque que quelqu'un soit blessé? Puisqu'ils l'ont été, la possibilité existait clairement. Y avait-il un degré élevé? Une quasi-certitude, comme l'a dit le dossier. Y avait-il une quasi-certitude? Une forte probabilité que quelqu'un meure cette nuit-là, à ce moment-là, et qu'il le savait et qu'il l'a ignoré. La réponse est non, c'est clairement non. Nous ne sommes pas obligés d'aimer ça. Je ne demande à personne d'aimer ce qui s'est passé ou de justifier ce qui s'est passé. Je demande au tribunal d'appeler les choses par leur nom. Nous sommes des interprètes objectifs de la loi, c'est notre métier. Nous n'utilisons pas l'émotion, nous ne remplaçons pas la tragédie par la loi, nous ne remplaçons pas l'émotion par la loi. C'était tragique, c'était émouvant, c'est dévastateur. Le juge a ensuite décidé si Fraser Baum devait être accusé de meurtre dans cette affaire. Monsieur Baum, roulez à 70, voire 85, mais les preuves montrent 100 dans une zone limitée à 45 miles par heure. Zone. Il a été vu conduisant de façon négligente, changeant souvent de voie, appelant un autre conducteur pour le prévenir. Voilà ce qui s'est passé. Risquait-il de blesser quelqu'un, d'autre ou lui-même? D'autres conducteurs ont aussi remarqué son comportement. Une conduite très rapide. L'un d'eux, je crois, l'a klaxonné. Baum n'a pas brûlé de feu rouge. Baum a commis ici de très graves infractions routières uniquement par sa vitesse. Je ne crois pas qu'il y ait eu de preuve qu'il ait freiné, aucune trace de freinage. Pour cette preuve observable de freinage. Ici, d'après ses propres aveux, il savait à quel point c'était dangereux. Mes 2 amis, ses meilleurs amis, ont été tués par une vitesse excessive. Une vitesse extrêmement excessive. Et il connaît très bien la Pacific Coast Highway. Encore une fois, on peut supposer qu'avec cette familiarité, il sait quoi faire. En particulier, la zone appelée Dead Man's Curve, où cet accident s'est produit. Le magistrat, le juge Edgeworth, les conclusions du juge Edgeworth concernant le 2e élément, le meurtre, ont été jugées satisfaisantes aux fins de l'audience préliminaire. Eh bien, dans le domaine du raisonnable,
À l'audience préliminaire, la norme n'est pas celle du doute raisonnable. On m'a demandé pour le procès, je ne dis pas à quoi ressembleront les preuves. Si l'affaire va effectivement en procès, si l'affaire sera prouvée, si l'affaire de meurtre sera prouvée au-delà de tout doute raisonnable, personne ne connaît la réponse à cela. Ce n'est pas une question pour aujourd'hui. La question pour aujourd'hui est de savoir s'il y avait suffisamment de preuves pour que le magistrat tire les conclusions qu'il a tirées, y compris les déductions qu'il a faites. La loi qu'il a appliquée, et si vous pensez que les conclusions du magistrat sont forcées, bien étayées par les faits tels qu'ils s'appliquent à la loi, c'est ce qui est applicable dans cette affaire. Donc la requête est respectueusement rejetée. Nous retrouvons maintenant depuis la Californie Nemo, Romani, ancien procureur fédéral et président des avocats plaidants de la côte ouest. C'est un plaisir de vous recevoir sur Law and Crime. Cette affaire est vraiment triste, avec ces 4 jeunes filles décédées. Que pensez-vous du fait que le conducteur, Frazier Baum, soit poursuivi pour meurtre pour ce qui se serait passé sur la Pacific Coast Highway? Chris, merci de m'avoir invité, et c'est une grande différence. Selon la loi californienne, ces accusations de meurtre au second degré entraînent une peine potentielle de 15 ans à la réclusion à perpétuité dans une prison d'État. Si la défense avait réussi, soit avant le procès, ce qui n'a pas été le cas, soit pendant le procès, à faire rejeter les chefs d'accusation de meurtre, l'homicide involontaire avec véhicule entraînerait une peine maximale potentielle de 10 ans. Il y a une grande différence entre les deux chefs d'accusation, ce qui ne me surprend pas. Alan Jackson et la défense ont tenté de faire annuler ces chefs d'accusation de meurtre. Oui, nous parlerons d'Alan Jackson dans un instant. Ceux qui ont pu oublier, c'est difficile. Mais le procès de Karen Reed, c'est le même homme qui essaie maintenant d'aider un autre client dans une affaire impliquant un décès présumé avec un véhicule. En droit californien, peut-on accuser quelqu'un d'homicide involontaire avec un véhicule ou existe-t-il une accusation de meurtre spécifique au véhicule? Comment cela se comparerait-il à ce à quoi ce client est confronté ici? La loi californienne prévoit que l'homicide involontaire avec un véhicule peut être un délit mineur ou un crime. Disons par exemple que vous grillez un stop. Peut-être que c'est un délit mineur. Vous envoyez des textos en conduisant. Évidemment, si vous êtes sous l'influence de drogue ou d'alcool, ce sera considéré comme un crime. Comme je l'ai dit, la peine peut aller jusqu'à 10 ans pour certains chefs d'accusation graves d'homicide involontaire avec un véhicule. Habituellement, nous avons 3 fourchettes de peine ici, donc ce sera une fourchette de 2, 4 ou 6 ans. Vous pourriez ainsi vous retrouver dans cette fourchette si vous conduisez sous l'influence et tuez quelqu'un, par exemple. Et s'il n'y a pas d'autres circonstances aggravantes, comme une conduite en état d'ivresse antérieure ou la fuite après un accident. Cela dépend bien sûr du ministère public. Je veux dire, ici, on parle de quelque chose d'assez grave, faire la course à plus de 100 miles à l'heure selon le ministère public, ce qui, bien sûr, à ce stade de l'affaire, oblige le juge à examiner toutes les preuves sous l'angle le plus favorable au ministère public. Baum roulait à 104 miles à l'heure dans une zone limitée à 45. Le virage de la mort, ici sur la Pacific Coast Highway ou Pacific Coast Highway. J'ai passé la majeure partie de ma vie à vivre et travailler à Los Angeles, et j'ai sans doute déjà pris cette portion d'autoroute, ou plus d'une centaine de fois, et il ne faut surtout pas rouler à près de 100 miles à l'heure dans ce virage. Quelle importance cela aura-t-il pour la défense? Ils essaient de faire valoir qu'il y a eu une sorte d'incident de rage au volant impliquant leur client et un autre homme. Cet homme a dit qu'il venait de dire à Frazier de ralentir. Mais ils avancent la défense selon laquelle Frazier avait en fait peur, et c'est pour ça qu'il roulait aussi vite. Qu'est-ce qui sera nécessaire pour assurer une défense réussie de ce client, surtout sur ce point-là? La défense doit trouver une solution. Je prévois un affrontement entre experts. Leurs experts vont témoigner que Frazier Baum roulait à bien moins de 100 miles à l'heure. Vous savez, peut-être 50 à 70 miles à l'heure, mais pas 100. Attendez-vous à cela. Nous avons vu cette bataille avec les experts en véhicule dans l'affaire Karen Reed. Attendez-vous à cela. Aussi une sorte de dispute, non? Et encore une fois, je reviens toujours à Karen Reed, où ils ont soutenu que son petit ami avait été tué par des policiers dans la maison. Mais si vous voulez être un bon avocat de la défense, et Alan Jackson est l'un des meilleurs, il est très respecté ici à Los Angeles. Évidemment, il a fait un travail remarquable pour Karen Reed, essentiellement non coupable, vraiment coupable seulement sur les chefs d'accusation les plus mineurs. Vous souhaitez exposer au jury une autre version de l'affaire? Je ne dis pas que cela l'emportera, mais c'est ce que font les bons avocats de la défense. Et ils vont devoir trouver quelque chose de convaincant.
Et c'est vraiment le seul argument plausible qu'ils ont si Baum allait vraiment aussi vite. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'est pas coupable ou même pas coupable de meurtre, mais attendez-vous à cet argument lors du procès. Dans ce cas, surtout car Baum risque de passer longtemps en prison. La défense pourrait tenter sa chance ici. Quand Alan Jackson intervient, comme pour tous, il a suivi le procès de Karen Reed et cette théorie alternative. Et il semblait tout simplement très tenace, tu vois. Et à chaque fois, tu vois, c'était comme s'il créait une réalité différente pour le jury. Si tu penses que Karen Reed est innocente, c'est la réalité de ce qui s'est passé. Comment tu caractériserais simplement son attitude en tant que quelqu'un qui fait partie du jeu toi-même? Comment tu caractériserais le style d'Alan Jackson et comment cela pourrait se manifester dans cette affaire? Alan est très bon et on dit toujours que la meilleure défense, c'est l'attaque. Ce qu'il a fait à Michael Proctor en découvrant ses messages textes compromettants, il a carrément détruit un témoin des forces de l'ordre. Franchement, je n'avais pas vu ça depuis Mark Fuhrman dans l'affaire O.J. Simpson. Je veux dire, c'est à quel point il était mauvais. Et il a vraiment mis le Commonwealth sur le banc des accusés. L'État a commis toutes sortes d'erreurs, tant dans l'enquête que dans les poursuites. Donc c'était bâclé. Mais vous savez, en regardant cette affaire plusieurs fois, n'est-ce pas? Évidemment, il y a eu un procès, puis un nouveau procès. On aurait dit que c'était l'État qui était jugé. Je ne pense toujours pas qu'il puisse faire ça ici. 4 jeunes victimes, une affaire tragique. Je ne pense pas que Baum en soit un. Karen Reed, mais si tu m'avais demandé il y a des années, il y a une affaire où tu connais quelqu'un, qu'elle l'ait voulu ou non, elle a renversé son petit ami qui était policier. Et si tu m'avais dit qu'il y aurait des gens dehors en train de manifester pour défendre l'accusé, je t'aurais dit que tu es fou. Donc, ce que Jackson a fait, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du tribunal, d'un point de vue relations publiques, était tout simplement extraordinaire. Encore une fois, les faits sont différents ici. Des victimes très aimables. Je ne sais pas si cela suffira à l'emporter, mais je ne pense pas que la défense va se laisser faire sans se battre. Je trouve ça fascinant aussi pour ce témoin, Victor Calandra, qui, l'histoire raconte qu'il voit Frazier Baum et, selon lui, il conduisait de façon irrégulière. Et il lui a dit en gros, « Hé mec, ralentis !» Frazier accélère, puis percute ses 4 étudiants de Pepperdine sur la Pacific Coast Highway peu après. Tu sais, ce gars menait une vie normale et probablement dans sa tête, il faisait ce qu'il fallait. Si tout ce qu'il dit est vrai, c'était la bonne chose à faire. Et juste dire à quelqu'un qui roule trop vite, on a tous déjà vu ces conducteurs. Et tu te dis simplement, bon sang, cette personne ne peut-elle pas simplement ralentir? Et si c'était vraiment le cas, pourquoi est-il là, surtout avec Alan Jackson? Tu songes à Michael Proctor et à son attaque contre lui. Pour ce type qui, potentiellement de son point de vue, essayait juste de dire à quelqu'un de ralentir. Qu'est-ce qu'il risque si cette affaire va jusqu'au procès? Oui, je pense que l'affaire ira jusqu'au procès et il faut s'attendre à voir et entendre un contre-interrogatoire très éprouvant. Il sera un témoin clé dans cette affaire et cela peut aller dans les deux sens. Évidemment, nous avons parlé de l'argument de la défense, n'est-ce pas? C'était un cas de rage au volant et Baum tentait de fuir. Mais du point de vue de l'accusation, il peut être un excellent témoin parce qu'il établit la connaissance et l'intention de Baum, n'est-ce pas? Une chose que le juge a mentionnée lors de l'audience sur la 995, où il a rejeté la requête de non-lieu du juge Robinson. Ici à Los Angeles, il a dit que, regardez, Frazier Baum savait que la vitesse était dangereuse. Il a eu quelques amis qui sont morts dans un accident de voiture lié à la vitesse. Il l'a dit aux forces de l'ordre. Et si vous avez un témoin oculaire qui lui dit « Hey, tu vas trop vite, c'est dangereux, tu vas tuer quelqu'un, quelque chose dans ce genre », je ne sais pas si c'est ce que le témoin a dit, mais c'est très utile pour l'accusation, parce que cela établit la mens rea, cette intention criminelle, cet état d'esprit nécessaire pour la malveillance, le meurtre, parce qu'on en a déjà parlé. Mais le meurtre exige une intention de tuer, une intention d'infliger des blessures corporelles graves ou une indifférence totale à la vie humaine. Si quelqu'un prévient Baum que son acte est dangereux et mortel et qu'il agit quand même, cela suffit à qualifier le meurtre de malveillant. Concernant le lieu, le virage de la mort sur la Pacific Coast Highway est un magnifique tronçon de route sur la côte ouest. Mais est-ce que cela aide davantage l'accusation ou la défense? Parce que, d'un côté, il s'agit d'une zone où il y a eu beaucoup d'accidents mortels, d'où le nom de virage de la mort. C'est une route si vous y êtes déjà allé.
Il vient de Malibu, donc il devrait savoir. C'est sûrement un des derniers endroits où l'on imaginerait quelqu'un rouler à 104 miles à l'heure. Comment le simple fait de l'emplacement pourrait-il jouer dans les arguments que nous entendrions au tribunal? Eh bien, cela va dans les deux sens. Évidemment, je suis du côté de l'accusation, donc je pense que cela aide l'accusation. Voici quelqu'un qui vient de la région, qui connaît bien l'endroit et qui aurait dû savoir. Il aurait dû savoir qu'il ne fallait pas rouler aussi vite dans une zone limitée à 70 km/h, surtout sur ce tronçon de la Pacific Coast Highway. La défense va sûrement tenter de retourner la situation en affirmant que c'était quelque chose d'intrinsèquement dangereux. Certaines familles de victimes ont apparemment intenté des actions civiles contre Caltrans pour une condition dangereuse que ce tronçon d'autoroute était en soi dangereux. N'importe qui aurait pu être impliqué dans un accident, comme le soutient la défense. C'est tragique, mais cela reste un accident. Cela ne devrait pas être une affaire pénale. Des accidents de voiture arrivent tout le temps. Donc, attendez-vous à ce qu'ils utilisent cette preuve et essaient de la tourner à leur avantage. Depuis qu'Alan Jackson est arrivé sur cette affaire, ce qui ne date que de ces derniers mois. Je veux dire, ça a été assez rapide. Après le verdict dans l'affaire Karen Reed, il a pris Fraser Baum comme client et tenté de réduire sa caution. Cela n'a pas abouti. Il a essayé de faire annuler les accusations de meurtre dans cette affaire. Cela n'a pas abouti non plus. Quelle est la stratégie qu'il adopte ici? Il soulève simplement des questions devant le tribunal avant même d'arriver au stade du procès. Chris a deux options. Tout risquer pour obtenir un verdict de non-culpabilité, n'est-ce pas? Dire « Écoutez, c'était un accident. Au pire, c'était de la simple négligence, ce qui n'est pas suffisant pour la négligence grave requise par l'homicide involontaire avec véhicule. Ce n'était pas une imprudence criminelle, donc son client serait acquitté, n'est-ce pas? Vous pourriez aussi choisir une approche prudente et tenter de faire annuler les accusations de meurtre en affirmant que ce n'était pas malveillant. Ce n'était pas intentionnel, ni quelqu'un jouant à la roulette russe avec la vie d'autrui. C'est vraiment ce à quoi vous pensez en évoquant un meurtre avec une indifférence dépravée. Et attendez-vous à ce qu'il plaide sous Watson. Il y a cette célèbre affaire de la Cour suprême de Californie qui dit « Écoutez, il ne s'agissait que d'un excès de vitesse et d'un accident. Même si mon client a été imprudent ou négligent, il s'agit d'homicide involontaire, pas de meurtre. Et adopter une approche un peu plus nuancée, peut-être une approche plus sûre. Faites en sorte que le client purge une peine en prison d'État, mais ne demandez pas trop, car les jurés pourraient vous condamner pour meurtre et vous envoyer longtemps en prison. » Je considère aussi Fraser Baum simplement comme un client. Et c'est quelqu'un qui correspond un peu à ce stéréotype du gosse de riche. Ses parents lui ont acheté une voiture, c'était une BMW. Il vit à Malibu dans un quartier chic, un code postal UP. Et bien sûr, les jurés viendront aussi de cette région du pays, donc ce n'est pas comme s'il était dans un quartier plus difficile avec des jurés. Mais en même temps, comment le simple profil et le stéréotype pourraient-ils... Voici un gamin riche qui se moquait de la loi et qui a tué 4 étudiants universitaires. Cela peut-il jouer un rôle? Comment le jury le perçoit-il en entrant? La perception compte, Chris. Et si les jurés pensent que c'est un gamin riche et gâté, un petit voyou qui conduit la voiture de papa, tu sais, qui ne fait pas attention, c'est potentiellement désastreux pour la défense. Donc tu vois les prévenus tout le temps. Ça peut aller de Shandily Combs à Louis J. Mangione. Tu sais, habillé dans des tons sobres, certainement pas de montre, chaussures ou ceinture de luxe, n'est-ce pas? Ils vont le faire passer pour un homme ordinaire, comme un gars lambda. Parce que ce n'est pas l'image que Jackson et l'équipe de défense voudront donner quand leur client sera dans la salle d'audience. Et sachant qu'ils ont engagé Alan Jackson tout de suite, je veux dire littéralement juste après le verdict de Karen Reed. Et dans cette affaire, les experts qu'il faudrait faire venir pour assurer une défense efficace. Je veux dire, est-ce qu'on a une idée approximative du coût d'une défense de ce genre? Évidemment que si ta vie ou des années sont en jeu, je comprends pour la famille, s'ils ont des ressources. Pouvez-vous simplement évoquer le type de prix que cela implique? Avec Alan Jackson et toutes les ressources mobilisées pour une telle défense? Oh, tout compris, Chris. Encore une fois, quelqu'un comme Alan Jackson. C'est l'un des meilleurs, mais ses honoraires seront sûrement élevés et un procès coûte cher. Ça va atteindre 7 chiffres. Ça veut dire des millions de dollars. Une fois tout fini, préparation, procès et appel compris, cela coûtera très cher à Fraser Baum et sa famille. Et puis si cela, vous savez, si et quand cela ira au procès. Et je sais même du côté de l'accusation, à quel point seriez-vous confiant en tant que procureur? Vous savez, oui, vous allez affronter Alan Jackson. Vous savez, c'est sûr, vous allez affronter l'un des meilleurs. Avec les preuves actuelles et les charges retenues,
À quel point seriez-vous confiant comme procureur en arrivant au tribunal? Dans ce cas, Chris, c'est un dossier solide si l'accusation le prouve. Il roulait à 104 miles à l'heure, la vitesse maximale étant 93 miles à l'heure. Je crois que lorsque les airbags se sont déployés, il a perdu le contrôle et a tué 4 jeunes étudiants. Je pense que c'est un dossier solide. Encore une fois, cela fait longtemps que je suis à Los Angeles. Notre ancien procureur de district qui a été évincé de ses fonctions, Georges Gascon, il était jugé laxiste face à la criminalité, ce qui lui a coûté son poste. Même lui a inculpé cette affaire comme une affaire de meurtre. C'est à quel point il pensait que les preuves étaient solides et il n'était certainement pas un procureur dur à cuire. Je pense que c'est une affaire solide et que l'accusation l'emportera, mais il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un comme Alan Jackson. non, nous verrons comment cela va se dérouler. Nima Romani, ex-procureur fédéral, président des avocats de procès Côte-Ouest. Merci monsieur d'être avec nous. C'est toujours un plaisir d'avoir votre point de vue sur Law and Crime. Bien sûr, Chris, merci de m'avoir invité. On se reparle très bientôt. C'était On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Je suis Chris O'Tewart. On se retrouve la prochaine fois.